Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ma grand-mère enveloppait du bon beurre dans un linge et l'enfouissait dans un pot de grès rempli de saumure, ou pourquoi elle scellait un braisé entier sous 3 centimètres de saindoux blanc et solide qu'elle conservait dans un coin frais du cellier avec rien de plus que l'obscurité et la patience? Les gens d'aujourd'hui regardent ces méthodes anciennes et hochent la tête. Ils pensent que la sécurité alimentaire vient d'une porte en inox, d'un thermostat numérique et d'une facture d'électricité mensuelle. Mais j'ai 65 ans et j'ai vu cette croyance échouer les gens de façon brutale et humiliante. Aujourd'hui, j'ouvre un carnet taché de graisse qui appartenait à une femme nommée Donna Benedita et je vais vous montrer à quoi ressemble la vraie sécurité alimentaire. Sans prise électrique, sans compresseur, sans électricité. Rien que du sel, de la graisse, de la fumée, de la terre, et le genre de savoir qui a maintenu des familles en vie à travers blizzards, inondations et pannes de courant pendant des générations avant que l'un d'entre nous ne soit né. Je garde ce carnet sur l'étagère de la cuisine, juste à côté d'un vieux bocal en verre épais qui est dans ma famille depuis avant la naissance de ma mère. Le verre est dense, presque verdâtre sous certaines lumières, et le couvercle métallique porte le fantôme de traces de rouille de sans fermeture. Quand je tiens ce bocal à 2 mains, je sens quelque chose s'établir dans ma poitrine. Un calme qu'aucun appareil électroménager ne peut me donner. Et quand j'ouvre le carnet à côté, ces pages, certaines raides de vieille graisse, d'autres douces comme du tissu à force d'avoir été lues et relues, me parlent dans une langue que le monde moderne a presque oubliée. Donna Benedita n'a pas écrit de théorie, elle a écrit de la survie. Elle a écrit ce que sa propre mère lui a enseigné pendant les années les plus dures du siècle dernier, quand conserver les aliments n'était pas un loisir, mais une question de vie ou de mort pour tous ceux qui dépendaient de vous. J'ai grandi en Normandie rurale, où les hivers arrivaient vite et s'attardaient longtemps. Nous n'avons eu de réfrigérateur que lorsque j'avais presque 8 ans, et même après son arrivée, ma grand-mère le traitait avec une méfiance polie. Elle continuait à utiliser son cellier, ses pots en grès, ses tinettes de saindoux et son garde-manger suspendu, parce qu'elle disait que n'importe quelle personne sensée pouvait voir qu'une machine dont on dépend est une machine qui peut vous trahir. Elle avait raison. Je l'ai vu se confirmer maintes fois dans ma vie, mais rien n'a rendu cette leçon aussi claire que la grande tempête de décembre 1999, quand Lothar et Martin ont balayé la France et laissé des centaines de milliers de foyers sans électricité pendant des semaines. Je me souviens du soir où cela a commencé. J'étais à la fenêtre à regarder les arbres pliés sous des rafales que je n'avais jamais entendues de ma vie, à écouter le craquement et le gémissement des branches qui cédaient sous la force du vent. Au matin, le courant était coupé. Dès le 2e jour, les voisins frappaient aux portes pour demander si quelqu'un avait un groupe électrogène. Ils avaient des congélateurs pleins. De beaux congélateurs coûteux, bourrés de centaines d'euros de viande, de pain et de plats préparés. Et c'était précisément le problème. Parce qu'en 36 heures, ces congélateurs étaient devenus des horloges qui comptaient à rebours. Au 4e jour, ils étaient devenus des ordures. J'ai regardé une voisine traîner 4 grands sacs de viande en putréfaction jusqu'à la rue, le visage gris de stupeur face à ce qu'elle avait perdu. Elle avait jeté l'équivalent de 400 € de nourriture. Elle le disait comme si c'était une catastrophe entièrement hors de son contrôle. Et en un sens, c'était vrai. Parce que personne ne lui avait jamais enseigné ce que je savais déjà,
debout dans ma propre cuisine chaude, avec le poêle à bois qui ronflait doucement et le dîner déjà en cours. Pendant que le voisinage pleurait ses congélateurs, je nourrissais ma famille depuis mon garde-manger comme si rien n'avait changé. Ce soir-là, j'ai ouvert un bocal à large ouverture de ragoût de bœuf que j'avais préparé 18 mois auparavant, scellé dans du saindoux à l'ancienne après cuisson, et je l'ai mis au fond du poêle à chauffer. La viande était aussi tendre et parfumée que le jour où je l'avais faite. J'ai tranché un pain de seigle dense que j'avais cuit et scellé dans de la graisse fondue pour éviter les moisissures, et la mie était encore parfaite. Pour le dessert, j'ai ouvert un bocal de confiture de coin mise en septembre et j'ai entendu ce pop profond et satisfaisant du vide qui se libère. Ma famille a mieux mangé cette semaine-là que la plupart de nos voisins ne mangeaient un mardi ordinaire. Ce n'était pas de la chance, c'était le carnet de Donna Benedita. Laissez-moi vous expliquer ce qu'elle m'a appris sur la conservation des œufs sans réfrigérateur. La plupart des gens aujourd'hui croient qu'un œuf est fragile et temporaire, quelque chose qui appartient à une barquette blanche froide sous lumière fluorescente. Mais l'œuf possède une couche protectrice naturelle appelée cuticule, et si vous préservez cette couche, un œuf frais peut rester parfaitement sûr et comestible pendant des mois sans aucune électricité. Donna Benedita utilisait la conservation à la chaux vive, qui consiste à submerger des œufs non lavés, fraîchement pondus, dans une solution de chaux hydratée et d'eau dans un grand pot en grès. Elle gardait ce pot au cellier et 9 mois plus tard, elle pouvait y plonger la main et en sortir un œuf parfaitement bon à faire frire. J'ai fait exactement cela pendant la tempête. J'ai cassé un œuf conservé dans l'eau de chaux dans une poêle en fonte chaude et le jaune s'est tenu ferme et vif et le blanc a pris proprement. Les enfants de ma voisine cette semaine-là mangeaient des biscuits froids. Les miens mangeaient des œufs aux oignons et aux herbes séchées d'une botte que j'avais pendue à l'automne. Maintenant, je dois m'arrêter et vous parler directement, parce que ce que je suis sur le point de partager a plus de poids que n'importe quel truc ou conseil isolé. Pendant ces 3 semaines sans courant, alors que les gens autour de moi remplissaient des sacs poubelles de viande pourrie, j'ouvrais des bocaux de ragoût parfaitement conservés de 2 hivers auparavant. Je n'ai pas inventé cette sécurité, j'ai simplement suivi les pages. Donna Benedita n'a pas seulement écrit comment saler du porc, elle a écrit comment garder votre famille en sécurité quand le réseau électrique tombe en panne et que les commerces se vident. Je vois tant de familles aujourd'hui terrifiées par les coupures de courant, par les pénuries alimentaires, par la fragilité des systèmes dont elles dépendent, et j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai rassemblé toutes ces méthodes de conservation sans électricité, ces recettes exactes de viandes en graisse, ces instructions pour la conservation à la chaux, ces techniques de cellier, la conservation des pommes dans la cendre de bois et ces formules de scellement au saindoux, et je les ai réunies dans un petit livre numérique. J'en ai laissé un exemplaire épinglé dans les commentaires ci-dessous, et je veux que vous alliez le chercher. Prenez-le. Que ce soit son cadeau à votre famille. Imprimez-le et mettez-le dans un tiroir de la cuisine. Parce que le savoir qui a nourri ma famille pendant 3 semaines d'obscurité et de froid appartient à toute famille prête à l'apprendre. Allez le chercher maintenant, puis revenez, parce que je veux vous expliquer ce qu'elle m'a appris à faire avec de la cendre de bois et des pommes, et pourquoi une carotte enfouie en octobre peut encore avoir le goût de la récolte en mars. Après les œufs, la méthode de conservation qui a le plus stupéfié mes voisins quand je l'ai finalement expliquée était la façon dont je gardais les légumes racines tout l'hiver sans un seul kilowatt d'électricité. Les carottes, les navets,
les betteraves et les panais ne veulent pas être au froid sec. Ils veulent être au frais et humide, de la façon dont la terre est fraîche et humide quand vous y creusez en octobre. La solution de Donna Benedita était une caisse en bois remplie de sable humide, gardée dans le coin le plus frais du cellier, où la température se maintenait entre 2 et 4 degrés. Elle posait les carottes dans le sable de façon à ce qu'elles ne se touchent pas, parce que là où 2 racines se touchent, la pourriture commence. J'avais 30 kilos de carottes dans ma caisse de sable cet hiver-là, et quand je les ai sorties en mars, elles étaient encore croquantes, sucrées et complètement intactes. Je conservais aussi les pommes de terre dans un sac de jute respirant, posé sur des planches de bois pour que l'air circule en dessous, jamais sur un sol en béton qui attire l'humidité et favorise les champignons. Ces pommes de terre ont tenu d'octobre jusqu'au mois d'avril suivant. 6 mois de nourriture pour le prix d'un sac de semences et d'un coin de cellier. La méthode dont je me suis le plus servi pendant ces 3 semaines, cependant, celle qui m'a fait me sentir le plus profondément reliée à toutes les femmes qui ont tenu une maison de ferme avant moi, c'est la vieille pratique de sceller la viande cuite sous une épaisse couche de saindoux fondu. Le confit, comme on dit en France, bien que les fermières du Perche qui ont appris à ma grand-mère n'aient jamais eu besoin de ce mot pour une chose aussi naturelle. Vous faites cuire la viande à feu doux jusqu'à ce qu'elle soit complètement cuite. Puis, vous la tassez dans un pot en grès propre et sec ou dans un bocal en verre et vous versez du saindoux fondu et clarifié jusqu'à ce que chaque surface de chaque morceau soit submergée et scellée dans la graisse blanche. Au fur et à mesure que le saindoux refroidit et se solidifie, il forme une barrière hermétique que les bactéries ne peuvent pas pénétrer. Vous couvrez le pot d'un linge, vous le ficelez et vous le rangez au cellier. Dans ces conditions, la viande se garde des mois, parfois bien plus d'1 an. Je vous assure que le bocal de ragoût que j'ai ouvert le 4e soir de la tempête, mis en novembre de l'année précédente, était d'une saveur profonde et riche, et ma famille s'est assise pour un repas qui avait le goût d'un dimanche d'automne pendant que le vent rugissait dehors. J'ai 65 ans et j'ai vu le monde changer de façon qui aurait été inimaginable pour la génération de Donna Benedita. Mais j'ai aussi vu ce qui arrive quand les systèmes auxquels les gens font le plus confiance défaillent soudainement. Je l'ai vu lors de tempêtes, d'inondations, de pannes de courant et de longues pénuries quand les rayons étaient vides. Et chaque fois, sans exception, les familles qui ont bien mangé et sont restées calmes étaient celles qui savaient ce que les gens savaient avant l'électricité. Ce savoir ne s'éteint pas avec le réseau. Il ne pourrit pas quand le courant manque. Il vit dans un carnet taché de graisse. Il vit dans des mains assurées qui connaissent le poids d'un pot plein. Et maintenant, il vit dans ce petit livre numérique épinglé dans les commentaires ci-dessous qui attend que vous le portiez à votre propre famille, votre propre cellier, votre propre cuisine, qui nourrira les vôtres, quoi que le monde décide de faire. Allez chercher ce que le sel, la fumée, la graisse et la terre savent déjà. Ils maintiennent les familles en vie depuis 10 000 ans et ils n'en ont pas encore fini. Il y a encore une chose que Donna Benedita a écrite et que je veux partager avant de vous quitter, parce que c'est peut-être la méthode de conservation la plus simple et la plus oubliée de toutes, et elle ne coûte presque rien. Elle a écrit sur la cendre de bois et les pommes. À la fin de l'automne, après que le verger avait été entièrement cueilli, elle emballait des pommes entières et sans meurtrissure dans des barils en bois ou des jarres en grès, en les intercalant avec de la cendre propre et sèche de bois dur.
La cendre est légèrement alcaline, ce qui décourage les moisissures et les bactéries qui font pourrir les fruits. Elle absorbe aussi l'excès d'humidité de la peau des pommes sans les dessécher complètement. Elle gardait des barils de pommes dans la cendre tout l'hiver et à la fin de mars, elle tirait encore des fruits fermes et bons de ces barils. Pas farineuses, pas fermentées, pas molles comme les pommes réfrigérées le deviennent après des mois de stockage au froid, des pommes croquantes, sucrées, qui sentaient encore octobre quand on y mordait en plein hiver. Je fais cela depuis 30 ans et chaque année les résultats sont les mêmes. Sans électricité, sans frais, juste de la cendre qui est gratuite et des pommes qui sont bon marché en automne quand tous les vergers débordent. Donna Benedita a aussi beaucoup écrit sur la conservation des produits laitiers sans réfrigérateur, ce qui semble impossible à la plupart des gens aujourd'hui, et pourtant c'était une pratique courante pendant la plus grande partie de l'histoire humaine. Le beurre peut se conserver en le tassant dans un pot en grès et en le couvrant entièrement d'une saumure forte, une technique connue sous le nom de conservation en saumure qui était courante dans toute l'Europe rurale. Le sel empêche la croissance bactérienne et l'eau empêche l'oxydation par l'air. Un beurre bien conservé en saumure dans un cellier frais se garde 6 mois ou plus. Elle a aussi écrit sur le fromage recouvert d'une épaisse croûte de cire, gardée dans un cellier frais, sombre et légèrement humide, retournée chaque semaine pour que la croûte se développe uniformément. J'ai encore une petite meule de tomes dans mon cellier en ce moment, affinant depuis 4 mois sous sa couche de cire, et quand je la découperai, l'intérieur sera plus savoureux et plus sec que le jour où je l'y ai mise. Le réfrigérateur n'aurait rien fait pour ce fromage que le cellier n'ait pas déjà fait mieux. C'est l'héritage que j'essaie de transmettre, et c'est pourquoi je ressens une telle urgence quand je parle de ces choses. Nous vivons dans un monde qui a construit tout son système alimentaire sur la présupposition que l'électricité est permanente, bon marché et toujours disponible.